Bonjour à toutes et à tous, Unibet Clubhouse est de retour pour cette année 2023, c'est le premier épisode, il est dédié au Super Bowl et à ce match bien sûr entre les Chiefs et les Eagles. On va en parler un petit peu avec des invités très spéciaux, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti! Et pour ce faire, d'abord on dit bonjour à Xavier. Comment ça va mon Xavier? Ça va pas mal et toi Sacha? Ça va très bien. On va parler d'un sport un petit peu différent de d'habitude. Ouais. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que cette NFL toi t'inspire d'une manière générale? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes ce sport? Déjà c'est un truc à l'inverse du foot où on va dire il y a du foot tous les jours et on va dire à force t'en fais un peu une digestion. La NFL c'est que le dimanche soir, donc tu sais que tu as ton rendez-vous le dimanche soir, en plus tu as des matchs de 19 à 22 et puis à 22 heures après, ouais. Mais de 19 à 2 c'est un horaire cool, toi, tu peux le regarder sans forcément aller dormir trop tard, suivre beaucoup de matchs en même temps, puis il y a plein de matchs qu'on eu en simultané, donc c'est vraiment le petit rendez-vous du dimanche soir, la NFL. Et alors pour l'occasion, bien sûr, on a toujours un invité dans Unibet Clubhouse, on va le présenter, c'est Anthony Coppi, un des spécialistes de la NFL, qui va nous parler du Super Bowl. Un homme tatillon et très en forme. Comment ça va Anthony? Très en forme, mieux que les derniers jours, je te rassure. Non, super, très content, merci pour l'invitation déjà. Et très content d'être là, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de pouvoir parler de NFL, hein. C'est un peu une niche avec un événement exceptionnel dont tout le monde parle, c'est évidemment ce Super Bowl et donc voilà, j'ai le privilège de le commenter depuis la saison 2017 sur Eleven. Donc voilà, très content de pouvoir en parler ici. C'est une passion qui te vient de ton plus jeune âge ou c'est récent? Plutôt l'adolescence. Ça a commencé. Mon premier Super Bowl, c'était celui entre les Patriots et les Giants, le premier, en 2007. Et puis voilà, je veux dire, il fallait avoir les chaînes et quand il y a eu le laptop et tout ça, ça a commencé à regarder un peu les matchs de plus en plus tard. Ça a été un autre Super Bowl un peu plus tard. Ça a été les playoffs ensuite. Et puis depuis 2013, vraiment la saison 2013, je suis ça vraiment pratiquement tous les dimanches. Bon, on va parler aussi on vous le disait justement dans l'intro, d'un événement important avec bien sûr le départ à la retraite de Tom Brady. Cette fois-ci, c'est pour de bon. À 45 ans, il raccroche les crampons. Mais avant ça, j'ai vraiment le sentiment, en parlant du Super Bowl, qu'on va assister à une espèce de fête annuelle qui rassemble tous les Américains, bien au-delà du sport en fait. On parle beaucoup du halftime show, on en reparlera certainement dans cette émission. Je vous réserve quelques petites surprises, mais Rihanna va venir. Mais c'est possible. Fais attention. Je suis capable de sortir des trucs comme ça. On aime bien les happenings ici chez Unibet, donc ce sera un fameux happening quand même. À fond, le faire venir ici dans le studio à Anvers, j'avoue, ce sera un truc de fou. Mais non, sérieusement, ce Super Bowl, ça représente quoi pour les Américains? Ça représente tout, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vraiment aussi important presque un jour comme Noël. C'est à ce niveau-là, c'est une vraie religion. Enfin, on sait que chez nous le football est une religion, mais la NFL l'est peut-être encore un peu plus au niveau des États-Unis. Les audiences sont absolument folles. On a plus de 100 millions de téléspectateurs à chaque fois sur un pays d'un peu plus de 300 millions. Ça en dit long. Enfin, les gens se rassemblent, beaucoup prennent congé maladie le lendemain d'ailleurs, c'est un jour où c'est la consommation à l'extrême, enfin le pays est à l'arrêt en fait à ce moment-là. Le pays est à l'arrêt et ça va bien au-delà du sport, c'est le sport roi là-bas, mais c'est un événement dans son ensemble qui est noté sur le calendrier comme Noël, comme Thanksgiving, vraiment à cette place-là quoi. Mais j'aime faire le parallèle souvent avec l'Europe. Est-ce qu'on peut faire justement le lien avec la Coupe du Monde en Europe par rapport à la finale de la Coupe du Monde en Europe par rapport au Super Bowl? Je pense, en sachant que on a une approche, je veux dire, par rapport à la finale de la Coupe du Monde, où là on parle que de sport. Il n'y a pas de show autour ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est un match entre guillemets classique qui a une importance bien... Pareil, une plus grande importance. Ce que tu veux dire, c'est que les personnes qui regardent le Super Bowl ne sont pas parfois des amateurs de football américain. Oui, ça je pense. Clairement, Ouais. de toute façon, on voit dans les audiences, même les matchs de saison régulière sont à des audiences absolument élevées, absolument folles. Il n'y a pas de comparaison possible avec les autres sports. C'est pareil d'ailleurs pour le football universitaire, qui est quasiment le sport numéro 2 en fait aux États-Unis derrière la NFL. Mais
voilà. Après, les gens se réunissent, les gens se rassemblent. Je pense qu'on peut peut-être, si on doit comparer ça avec la Coupe du Monde, avec l'Euro, bon, on est 3 Italiens ici. Je pense que on se rassemble quand c'est l'Italie. Bon, plus à l'Euro qu'à la Coupe du Monde, malheureusement, ces temps-ci. Ça va venir. Ça devrait revenir à un moment donné, en effet. Mais je pense qu'on est plus dans cet ordre d'idées-là, où on est en fait sur quelque chose où on se rassemble pour le Super Bowl ici. Nous, on se rassemble entre amis, en famille aussi pour ces matchs-là. Je pense que cette comparaison, elle se fait plus à ce niveau-là, même si, je veux dire, même pendant la saison régulière, finalement, c'est cette manière de consommer la NFL est la même. C'est juste que les proportions sont plus grandes quand il s'agit du Super Bowl. Mm-hmm. Forcément, dans cette magie du Super Bowl qui va nous envahir ici jusqu'au week-end, jusqu'aux prochains jours qui vont arriver avec cette fameuse finale entre les Eagles et les Chiefs, on a une nouvelle qui est tombée très récemment et dont il faut absolument parler, tout simplement, c'est Tom Brady, donc qui, je le disais, a raccroché les crampons. Bon, on va synthétiser un petit peu en statistiques, hein, donc c'est 23 saisons, 7 Super Bowls, 3 fois MVP de la NFL, 5 fois, je pense qu'il a gagné le trophée d'MVP pour le Super Bowl, ouais. Donc dans le match, c'est impressionnant. Il est ce qu'on appelle l'ancêtre du non-GOAT, c'est lui qui a donné en fait cette dénomination aux sportifs de très haut niveau qui ont gagné énormément de trophées. En tout cas, sur les 5 ou 8 dernières saisons qu'il a disputées, je veux dire, il n'y avait pas la moindre discussion. Mm-hmm. Dire avant, ce qu'on lui a reproché, c'est ses 2 défaites au Super Bowl contre les Giants. Il avait gagné les 3 premiers auxquels il avait participé. Et on le comparait par exemple, à un Joe Montana, à l'époque du côté de San Francisco, qui en plus était son idole. Et qui, lui, n'a disputé que 4 Super Bowls, mais ils avaient tous remporté. Donc, je veux dire, c'était un peu la valeur référence, c'était un peu lui qui était considéré comme le GOAT. Et bon, après, Brady, il a beau en avoir perdu un 3e, je veux dire, il en a gagné 7, quoi. Ouais, puis au final, quand tu vois. Aucune franchise ouais, n'a fait ça. Justement, il a plus gros palmarès que n'importe quelle autre équipe, tu vois. Il a gagné plus que n'importe quelle autre équipe toi, de il serait NFL. une franchise à lui tout seul, il aurait plus de titres, tu vois. Rien que ça, c'est fou. Et au final, quand tu vois sa carrière, il a quand même eu de la chance de la débuter. Que je crois qu'il est drafté genre 199e, ouais, c'est ça. 6e tour de la draft, donc limite le dernier qu'on prend, genre toi, quand tu fais une équipe dans la cour de récré, le dernier que personne ne veut. C'est dingue. Et puis le numéro 1 il se blesse, et puis il peut jouer, toi. Ce serait jamais arrivé dans le football européen, ça. Les joueurs qui sont souvent les meilleurs sont très vite repérés en premier. Lui, c'est carrément une espèce de surprise. Ça a été une surprise de le retrouver à ce niveau-là durant sa carrière? Oui, et parce que je pense que ce qui a beaucoup joué en sa défaveur à son arrivée en NFL, c'est que en termes de capacité athlétique, il n'avait absolument rien d'impressionnant, et on sait que aux États-Unis, c'est cette mentalité-là, on va dire, c'est de l'aspect physique, l'aspect athlétique avant l'aspect technique. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit aussi en NBA, par exemple. On compare pas mal quand on regarde le basket en NBA et le basket européen. Ce sont quand même des choses très différentes, même si là, ils sont numéro 1, évidemment. Et je pense que c'est ce qui a joué en sa défaveur, mais c'est un état d'esprit et un compétiteur comme on en a rarement vu. Alors, ils le sont tous, mais même à ce niveau-là, il a placé la barre extrêmement haut, et il est arrivé dans des bonnes conditions. Il avait aussi un excellent coach, Bill Belichick, avec les Patriots. Il est arrivé, il y avait aussi une bonne défense. Mais encore faut-il prendre le chemin, prendre le rythme et savoir le corps qui suit aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non, franchement, et l'hygiène de vie en fait, qui lui a permis de tenir jusqu'à 45 ans, parce que même encore cette année, il avait un niveau plus que correct. Durant sa carrière, il a fait plus de 80 milliards. C'est possible, ça? C'est impressionnant. Ouais. Je crois qu'il a 85 000. 85 milliards, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il... justement, c'est intéressant parce que cet aspect-là, quand on parle des yards, bien sûr, on parle des mètres parcourus sur le terrain, parce que il y a aussi des gens qui nous regardent. Vous nous regardez certainement et vous ne connaissez pas la NFL. C'est aussi une émission qui vous aide à mieux comprendre ce sport avec un spécialiste donc qui est Anthony. Quand on parle de yards, qu'est-ce que ça dit de la qualité d'un sportif de haut niveau en NFL, le fait d'avoir fait tous ces yards? Parce que c'est souvent mis en avant. Ça dépend un peu si on les fait au sol, comme un coureur. Il y a aussi des quarterbacks qui sont coureurs, ce qui est absolument pas le cas de Tom Brady. Je veux dire, c'était quelqu'un, tout le monde rigolait un petit peu, parce qu'il avait l'air très très lent sur le terrain. C'était un peu Andrea Pirlo, quoi, si on fait le parallèle avec Pas mal la comparaison. Avec la qualité de passe d'un Kevin De Bruyne, si on veut faire voilà, avec la précision qui va avec. Donc lui, il les a fait dans les airs, c'est vraiment à la passe. C'est pas quelqu'un qui a eu
pour autant, enfin, il a eu beaucoup de stars comme étant comme cible, mais il n'a pas non plus été en permanence entouré d'une super team. De toute façon, les super teams, je veux dire, faut pas faire de comparaison avec la NFL ou la NBA, puisque forcément, en NBA, vous avez 15 joueurs, là, vous en avez 53 en NFL, donc construire une vraie super team, c'est autrement plus compliqué, voire impossible en NFL à ce niveau-là. Mais là, c'est dans les airs, donc ça en dit long sur quelqu'un qui a su avoir un bras qui ne faiblissait pas, en fait, qui n'a pas faibli, en fait, pardon, plutôt sur l'ensemble de sa carrière malgré son âge. Je veux dire, il a toujours été opposé à son grand rival qui est Peyton Manning, qui lui aussi a été considéré comme l'un des plus grands, qui avait même, je pense, plus de talent pur que Tom Brady, mais qui, sur sa fin de carrière, on a vu que les blessures ont commencé à avoir un impact sur son niveau de jeu, et sa dernière saison avait été très très compliquée. Se dire que Brady, déjà, a su éviter les blessures, éviter les coups, c'est quelqu'un qui se débarrassait très très vite du ballon, ça faisait partie de son jeu, et pouvoir garder ce niveau, en fait, c'est ça, en fait, le plus impressionnant, au-delà des chiffres. C'est ça le plus impressionnant, c'est de dire que ce mec-là, à 45 ans, était encore à un niveau, encore cette année, c'était peut-être l'un des 7 ou 8 meilleurs. Il a mis Tampa Bay sur la carte des États-Unis. Ouais, il les a remis. Tampa Bay, sans lui, moi, non, bien sûr. Ils avaient gagné quand même un Super Bowl en 2002, mais c'est une équipe qui, voilà, a des hauts très hauts et des bas très bas. Et c'est vrai que là, maintenant, je pense que Tampa Bay, maintenant qu'il est vraiment parti, ça va être très compliqué. Ça s'annonce quand même pas mal compliqué, en effet. Ça s'annonçait compliqué il y a un an quand il a pris sa première retraite déjà, et finalement, il est revenu. Ça a été une saison difficile. Mais ils sont quand même allés en play-off où ils n'ont pas fait illusion. Mais ouais, il les a mis devant. Et puis, il a fait un exploit qu'on n'avait jamais vu non plus et qui ajoute à sa légende. C'est la première équipe Tampa Bay à avoir joué le Super Bowl à domicile, même si techniquement c'est terrain neutre, mais c'était à Tampa Bay et ils l'ont gagné en plus il y a 2 ans. Donc lui, il gagne avec 2 équipes différentes, c'est ce qui lui a permis d'avoir 7 titres, alors que les 2 franchises les plus titrées sont les Patriots avec 6 titres et également les Pittsburgh Steelers. Donc c'est complètement fou en fait. Enfin, tous les chiffres sont hallucinants et là, pour le coup, je pense qu'on reverra jamais ça. C'était encore une masterclass de Anthony Coppi sur Tom Brady, mesdames, messieurs. Absolument magnifique. On enchaîne donc forcément sur le que oui, que non. Alors, que oui, que non, très simple. Simplement oui ou non. Et puis derrière, ça enclenche un débat. On démarre bien sûr avec l'affiche du jour et la première question. Après leur flambante victoire en demi-finale face aux San Francisco 49ers, les Eagles sont-ils les vrais favoris de ce Super Bowl? Oui. Oui. Non. Non, super, tac, on a un débat magnifique. On est reparti sur la deuxième. Considéré par les observateurs comme le meilleur receveur du moment aux USA, mais absent de la finale, le trophée M2 MVP peut-il échapper à Justin Jefferson? Je sais ce que vous allez me dire, mais on va en parler. Oui, il peut y échapper. Il peut y échapper. Il peut y échapper. Et puis, bien sûr, la différence passera-t-elle par la performance des quarterbacks? Est-ce qu'ils seront justement les juges de paix de ce Super Bowl? Non. Non. Non, je pense quand même. Allez, tac, magnifique. Bon, on a deux désaccords, un accord, on est parti sur le débat forcément avec la flamboyante victoire. Bah oui, on le disait, 31-7, c'est énorme. Quelle leçon donnée par les Eagles aux San Francisco 49ers. Est-ce que c'est les vrais favoris? Oui, non. Expliquez-vous, messieurs. Anthony, vas-y. En tout cas, ils sont annoncés favoris aux États-Unis. Moi, je suis pas trop d'accord dans le sens où cette finale de conférence gagnée face au, enfin, je dis finale de conférence, mais par rapport au Super Bowl, évidemment, sur les demi-finales. Bien sûr. Contre San Francisco. Bon, San Francisco a perdu son quarterback, qui était la belle histoire, Brock Purdy, à partir du 6e jeu offensif. Le quarterback suivant a eu une commotion, donc Purdy est revenu sur le terrain, n'a été capable de lancer que 2 fois le ballon, donc le plan de jeu était facile, il fallait, entre guillemets facile, il fallait juste stopper le jeu au sol. Ça a eu un impact énorme sur ce match, que Philadelphie aurait quand même peut-être pu gagner, même si San Francisco avait su garder son quarterback tout le long de la rencontre, mais la différence, elle s'explique surtout là. Ils ont une bonne défense, on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi forts cette année. Je pense que Kansas City, pour moi, depuis que Patrick Mahomes est là, n'a jamais eu une aussi bonne défense non plus, même si on en parle moins par rapport à celle de Philadelphie. Moi, je donne l'avantage à Kansas City par rapport à leur expérience, par rapport au fait qu'on a un Patrick Mahomes qui a su se renouveler aussi, et qui est le meilleur quarterback en activité. Donc c'est pour ça que je vais vers eux, parce que par rapport au dernier Patrick Mahomes qu'on a vu au Super Bowl, on a plus le mec qui veut jouer au héros en permanence, ça leur avait fait mal il y a 2 ans. Xavier, je vais te donner de la parole dans un instant, mais j'ai juste une question qui me brûle les lèvres. Alors pourquoi ont-ils autant souffert face au Colorado Rapids?
Face à Cincinnati. Oh, Cincinnati, pardon. Ouais, face à Cincinnati, parce que c'est aussi une équipe avec un excellent quarterback, Joe Burrow. Ouais. Parce que c'est aussi une équipe avec une très bonne défense également. Ouais. Donc la différence de niveau est infime. En plus, Cincinnati, les 3 matchs précédents et dont la finale de conférence l'année dernière, Cincinnati avait gagné à chaque fois. Et c'est peut-être pour ça finalement que Philadelphie est favori. Mahomes était sur une jambe, il y avait une entorse de la cheville dans le match précédent et on a vu qu'au fur et à mesure du match, il avait de plus en plus de mal. Ouais. Et il a perdu ses cibles comme des mouches en permanence. Enfin, c'était des blessés tout le temps, c'était un vrai massacre. Donc, il faut voir comment ils seront, quel sera leur état de forme. Heureusement, il y a 2 semaines entre les matchs et ce sera pas de trop, ce sera pas du luxe. Donc voilà. Je comprends. Xavier. Voilà, moi justement, Philadelphie, ils sont favoris justement. Mahomes, en fait, le problème, c'est qu'il est très très fort, c'est le meilleur comme tu dis, mais le souci, c'est que son corps, il suit pas pour une saison. Déjà, l'année dernière, c'était pareil, fin de saison, il est blessé. L'année encore avant, fin de saison, il est blessé. En fait, chaque fois que tu arrives en fin de saison, il est tout le temps blessé. Son corps, il suit pas pour une saison complète, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que les Eagles, ils sont plus favoris, parce que ouais, le problème, c'est qu'en face, t'as toujours un QB qui est toujours à moitié blessé, quoi. Bah, il a un jeu très à risque. Même s'ils essaient de le protéger un peu tu le plus. rejoins, là, quand même. S'il est à 100%, ils peuvent gagner. Je comprends la crainte par rapport à ça. Et c'est un peu le problème de ces quarterbacks qui sont mobiles, même si c'est pas quelqu'un qui utilise ses jambes comme Josh Allen, comme Lamar Jackson, qui va te faire milliards au sol, où on sait que la durée de vie, entre guillemets, en tout cas le prime de ces joueurs-là, est généralement très très court. Non, après, je comprends les craintes, mais on voit quand même le match qu'il fait dans les conditions déjà difficiles face à Cincinnati, et de nouveau face à une très bonne défense aussi de Cincinnati, qui a vraiment su, l'année dernière, complètement inverser la tendance dans le match en finale de conférence, où Kansas City était sur une voie royale. Donc c'est quand même un excellent entraînement, une excellente préparation déjà à ce Super Bowl, j'ai envie de dire, et puis je pense que ils sont à l'heure, tu vas me dire, les deux sont en mission, mais bon, il y a peut-être une dynastie qui va se lancer du côté de Kansas City. Donc c'est une équipe qui est sur 5 finales de conférence d'affilée, c'est quand même un exploit incroyable qu'on minimise un peu parce qu'on a vu ils perdent juste avant, mais ouais, c'est ça quoi. Mais je veux dire, ils sont au pire dans les 4 meilleures équipes de la NFL depuis que Mahomes est là, ce qui est quand même beaucoup aimeraient en dire autant. Oui, un défi, c'est un match plus équilibré que jamais, en fait, de ce que je vous entends. Sur le papier, oui. Parce que franchement, on n'a vraiment pas l'impression que... ça dépend vraiment de l'état de forme, si Mahomes est à 100% ou s'il est à moitié blessé, en fait. C'est vraiment ça. Mais je fais quand même moins confiance à Jalen Hurts. Après, c'est peut-être la réputation qui fait on n'attendait pas de ce joueur-là. Dès sa draft il a été drafté au 2e tour et beaucoup de gens disaient c'est trop haut par rapport à lui. Il arrivait pour être le backup de Carson Wentz à l'époque, qui au final a été une déception sur ces dernières années à Philadelphie, a fini par être transféré ailleurs. Hurts l'année passée fait une saison correcte, voilà, ils vont en playoff, c'est bien, belle histoire, et ils franchissent un cap cette année. Il y a 2 matchs de blessure, si pas, il est dans la discussion pour le titre de MVP. Mais ce qui fait aussi qu'il est dans cette discussion pour le titre de MVP, c'est parce qu'il y a une équipe qui est très bien construite autour de lui, tant offensivement que défensivement. Donc on ne doit pas minimiser non plus l'aspect défensif de Kansas City, où il y a beaucoup de jeunes. Eux, ils ont fait une excellente draft avec beaucoup de joueurs qu'on ne connaissait pas forcément et qui n'ont pas été draftés parmi les plus hauts. C'est bien la preuve que c'est pas une science exacte, cette draft, c'est la sélection des joueurs universitaires, et il y a 7 tours par équipe. Donc c'est équilibré, mais voilà, tendance au quarterback, même si ça c'est pas trop cohérent par rapport au oui-non de tout à l'heure, c'est vrai. Mais c'est la preuve que c'est un match qui s'annonce très très équilibré. Espérons-le. On va maintenant, bien sûr, s'atteler à regarder un peu plus l'expertise au niveau des chiffres avec justement notre expert qui nous attend. Il est là. Il est prêt à nous donner justement ces statistiques. Il va ruisseler sur vos regards et surtout sur vos oreilles. Alors, Quentin, qui gagne dans ce match? Alors, salut à tous. Et vous en avez parlé et c'est vraiment incroyable. C'est la défense des Eagles, Pour moi, elle est magnifique. Et c'est ce qui, selon moi, fera la différence lors de cette finale. Donc, je suis plus d'accord avec Xavier pour le coup. Et je vois bien les Eagles l'emporter et une cote assez sympa sur le site d'Unibet. Ok, donc voilà, une cote relativement sympathique. Voilà, vous, comme d'habitude, profitez de ça pour mettre la petite pièce dans le sandwich. Bien sûr, toujours avec modération. Voilà, c'est un ami à toi, Xavier, modération. On le connaît assez bien. Très bien. Et donc, du coup, forcément, ça nous amène ce débat au trophée, qui est certainement un des trophées aussi les plus importants aux États-Unis. Après celui d'MVP en NBA, il y a aussi celui d'MVP en NFL. Vous me disiez tous les deux que bien sûr ça peut échapper à Justin Jefferson, tout simplement parce que c'est un receveur.
Je vous propose d'écouter d'abord, avant de débattre ensemble, un spécialiste qui s'appelle Florian Holzbeek de la NFL qui vient se joindre à nous justement au débat. On l'écoute, on l'entend justement cette confirmation concernant Justin Jefferson et puis après on débat bien sûr du MVP en NFL cette saison. Le titre de MVP de la saison 2022 peut échapper à Justin Jefferson? La réponse est oui, simplement parce qu'il n'est pas quarterback. C'est vraiment le problème dans la NFL, c'est une passing league. Il faut déjà remonter à 2012 pour voir un autre poste qu'un quarterback remporter le titre de MVP. C'était Adrian Peterson à l'époque, le running back des Vikings justement, même franchise que Jefferson. Donc il est clair que ça ne joue pas en sa faveur. Maintenant il fait une saison record, on est à plus de 1800 yards à la réception, 128 réceptions, c'est énorme quand même pour un receveur, ça c'est clair. Maintenant il y a quand même un gros favori devant lui, Jalen Hurts, le quarterback des Eagles qui a aussi battu un record de touchdown à la course et qui a emmené son équipe au Super Bowl. Donc je pense que plutôt le titre de MVP devrait aller un peu plus du côté de Philadelphie. Vous l'avez entendu, du côté de Philadelphie, c'est une passing league et ce sera Jalen Hurts. Est-ce qu'on est d'accord en plateau? Moi, je pense que ce sera Mahomes. Pour une bonne et simple raison, c'est que Hurts a raté 2 matchs en étant blessé et en plus en fin de saison. Et ça, malheureusement, c'est souvent rédhibitoire et ça empêche un joueur de... Alors que je trouve que c'est illogique dans le sens où Philadelphie a perdu ses 2 matchs. Donc, most valuable player. Ça prouve que sans le quarterback, cette équipe, a souffert. Donc, ça augmente le côté valuable du quarterback finalement. Mais le problème, c'est que Mahomes a encore sorti une saison avec des chiffres aussi assez impressionnant. Donc c'est ça. Et puis ce qu'on a vraiment l'impression, ce dont on a vraiment l'impression, c'est que même s'il est très bon sur tout ce qui est touchdown, etc., Mahomes a vraiment, je dirais même en termes de leadership, etc., une incidence complète sur la performance de ses coéquipiers. C'est pas du tout. Hurts, c'est différent quand même. Hurts a peut-être un peu, c'est ce qu'on disait avant. Hurts pour l'instant est peut-être un peu catalogué et je pense que ce sera juste titre comme étant un quarterback de système. Il y a un système autour de lui qui est fait. Alors, ils le sont tous un petit peu, mais certains systèmes mettent en valeur le quarterback. Et je pense que c'est le cas à l'heure actuelle d'un Hurts. Après, c'est jamais que sa 2e saison en tant que titulaire. Donc, déjà être à ce niveau-là, être déjà dans ces discussions-là, ça veut aussi dire quelque chose sur son talent. Il faut pas non plus minimiser ce qu'il est en train de faire. Mais là où un Mahomes met aussi plus en valeur le système qu'il y a autour de lui, d'autant plus qu'il a perdu une cible importante qui est Tyreek Hill, et que malgré tout, il a continué à avoir des chiffres parmi les meilleurs. Enfin après, depuis sa saison, il a battu des records dès sa première saison en tant que titulaire. Donc, ce qui est certain, Xavier, c'est que la personne qui gagnera, ou en tout cas le quarterback qui gagnera le Super Bowl, sera d'ores et déjà le plus grand favori pour ce titre. C'est ça, voilà. Pour moi, c'est vraiment celui qui remportera le Super Bowl qui sera MVP. Après, on verra. Mais c'est intéressant. Sauf si c'est un match très serré. Les votes, en fait, ils se font après la saison régulière. D'accord. Et ils ont les NFL Honors, ce qu'ils appellent le jeudi avant le match. Voilà, c'est une grande chose, c'est les Oscars de la NFL où là, on saura qui est le MVP. Et le dernier MVP à avoir gagné le Super Bowl la même année, c'est Kurt Warner en 1999. Depuis, il y a vraiment une malédiction. Et la bonne nouvelle pour Philadelphie d'ailleurs, j'y pense maintenant, c'est que la dernière fois qu'un MVP a joué le Super Bowl, si je dis pas de bêtises, c'était Tom Brady en 2017. Il a perdu le Super Bowl face à Philadelphie. Donc si Mahomes en effet gagne le Super Bowl, c'est ça le problème en fait qu'on le sait le jeudi. On va normalement savoir qui est le vainqueur du match jeudi soir, quoi. Si c'est Mahomes le MVP en effet et ça a l'air on a l'air de se diriger vers ça, soit il brise la malédiction, soit Philadelphie va gagner un 2e Super Bowl. Ouais, mais puis même au niveau de la personnalité du joueur, on a un peu l'impression que c'est un quarterback un peu dans l'esprit de Tom Brady. Est-ce que tu penses qu'il y a une affiliation aussi? Est-ce que on peut maintenant parler d'un successeur? Par rapport à ces trophées et tout ça, c'est beaucoup trop tôt, je ne peux le concevoir, mais est-ce que dans ce qu'il inspire aux Américains et dans ce sport, est-ce que c'est lui qui pourrait prendre je dirais le flambeau? En termes de personnalité, j'irais peut-être plutôt vers Joe Burrow pour faire une comparaison, donc qui est un peu son rival actuel avec Cincinnati, pour faire une comparaison avec Brady en termes de personnalité et même en termes de style de jeu. Ouais. Maintenant, en termes d'accomplissement, pour l'instant, 5 finales de conférence d'affilée, de nouveau, ce sont des chiffres extrêmement rares en NFL. Les Patriots sont sur les 9 dernières saisons de Brady, avec eux, il y avait eu 8 finales de conférence d'affilée, ce qui était du jamais vu. Et la NFL est vraiment une ligue où la parité est vraiment
presque parfaite où vraiment tout est remis en question année après année et c'est vraiment la ligue qui parvient le mieux à tout remettre en question pour ne pas avoir de domination. Et derrière, tu as eu les Patriots de Brady et de Belichick qui ont un peu mis à mal tout cela, un peu comme les Spurs de Popovich et de Duncan et compagnie. Et les Chiefs sont un petit peu en train de faire la même chose maintenant. C'est juste que pour l'instant, il n'y a qu'un seul titre. Et évidemment, c'est là qu'elle se fait la différence. Mais en termes de personnalité, il est beaucoup plus flamboyant. Je vais envie de dire, limite, si je dois le comparer avec un autre sportif, j'ai pas envie de le comparer avec un personnage de la NFL, mais plutôt avec Steph Curry, du côté de la NBA, avec les Golden State Warriors. C'est un jeu flamboyant, t'as l'impression qu'il joue avec le sourire. Il est spectaculaire. C'est spectaculaire. C'est parfois même un peu arrogant, on va pas se mentir. Il y a une fois où, avant un snap, donc tous les joueurs sont dans ce qu'on appelle le huddle, donc il y a les consignes du quarterback et tout ça, ils sont tous autour. Et ce qu'ils ont fait pour sortir du huddle, d'habitude, ils vont tous se placer normalement, et contre le Las Vegas, en fait, ils ont fait une ronde. Donc ils sont tous mis comme ça, ils ont commencé tous à tourner, et puis ils sont allés se positionner normalement. Ah ouais, ok. Moi, perso, ça m'a fait rire, mais tu peux dire, c'est quand même pas hyper respectueux de l'adversaire non plus, tu vois. Mais il y a un peu de trash talking comme en NBA. Ça, ouais, eux sont... Je les vois énormément célébrer. Alors ça, c'est une faculté, et faut vraiment, si vous connaissez pas la NFL, c'est vraiment une particularité très intéressante. Il y a des célébrations même pour des yards passés, quoi. Et pourtant, la NFL, crois-moi, on l'appelle pas No Fun League pour rien, parfois. Ils aiment bien vite pénaliser ces célébrations-là. Ils ont un peu lâché la grappe sur les célébrations de touchdown ces derniers temps, et tant mieux. Ouais, ça fait partie du spectacle de la ligue, en fait. On ne s'ennuie jamais quand on regarde un match de NFL. Après, je peux te dire que quand c'est 45-0 et qu'il est 1h30 du matin, c'est compliqué, mais c'est un peu plus si compliqué. C'est serré, c'est bien. Je me base bien sûr sur les dernières rencontres qu'on a eu l'occasion de voir tous individuellement. Mais oui, le spectacle est d'ores et déjà présent. Mais il y a quelque chose de très entertainment aussi que les joueurs cultivent. C'est ça que je veux dire quand on parle de trash talk. C'est cette faculté du divertissement qui est encore une fois entretenue aux États-Unis, quoi. C'est les États-Unis, c'est le pays du show. Et forcément, les joueurs font pas ça différemment. Je pense que c'est comme en NBA ou quoi que ce soit, même si ils essaient de faire en sorte. Même en foot, tu sais, moi, une fois, j'étais voir un match de MLS. Genre, toi, en Europe, t'as des feux d'artifice et tout, genre, finale de Ligue des Champions ou finale d'une coupe, c'est tout. Là, à chaque but, t'as des feux d'artifice dans tous les sens et tout, toi. Donc, déjà, avec là, tu vois que. Bien qu'il y a des feux d'artifice. Enfin, il y a les flammes, c'est l'exception. Et c'est l'exception, toi. Et c'est au début du match. Ah non, il marque aussi. Quand il marque, il y a des ouais, quand il marque, tu vois, c'est vraiment là que tu vois que, en Amérique, le show, c'est complètement différent, toi. Ouais, c'est incroyable. Mais simplement pour revenir, on va entamer le débat 3 et puis après, bien sûr, on va entamer la question pour un expert. Vous allez voir, c'est un petit peu spécial. Là, on va vraiment rigoler. Ça va être le moment sympa. Bien sûr, vous n'étiez pas d'accord sur ce débat 3. Ça, faut quand même le signaler. Il y en a un qui dit que le juge de paix, ce sera justement les quarterbacks, et un autre qui dit que ce sera pas le cas. Et notre expert dit que ce ne sera pas le cas, si j'ai bien compris. Pas de quarterback décisif, c'est pas eux qui vont faire tourner la pièce d'un côté ou l'autre. Alors ils auront un rôle très important dans ce match. Je m'attends pas à avoir un scénario complètement inattendu comme celui entre les Rams et les Patriots en 2018 où on s'attendait à un festival offensif. Score final 13-3 et autant dire que alors là celui-là des 5 que j'ai fait c'est le pire. Ça c'est des 5 que j'ai fait, c'était le pire. Franchement, c'était un enfer. Mais non, ils auront un rôle, mais je pense que comme très souvent, c'est un peu le cliché, l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres. Et on a l'une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense de la NFL avec Philadelphie, et une défense qui a très bien terminé la saison avec Kansas City. Il y a des vétérans, il y a un bon mix en fait entre vétérans d'impact et une très bonne classe de rookies. Ils ont vraiment fait, et les rookies ont vraiment fait un très bon match aussi contre Cincinnati. Donc je pense que c'est plutôt de ce côté-là que ça va se jouer. C'est peut-être une action défensive qui va déterminer le match. J'espère qu'il y aura beaucoup de points et qu'on aura une vingtaine de points marqués par les deux équipes. Mais je pense que c'est sur une action défensive que ça va se jouer. Des arguments lourds, décisifs eux aussi, et importants. Est-ce que tu as quelque chose pour contrecarrer ce que nous dit Anthony? Non, je pense que j'étais plus ou moins d'accord avec lui. C'est vrai que comme il dit, le problème c'est l'attaque qui fait gagner des points et tout ça, mais c'est toujours la défense, même dans un autre sport habituellement, qui te fait gagner des titres, toi. Donc à partir du moment où les défenses de deux côtés, c'est peut-être la défense qui craquera le plus vite d'un côté comme de l'autre, qui fera la différence. Mais peut-être par des actions des quarterbacks, quoi. Parce qu'on a, surtout à Kansas City, leur coordinateur défensif est quelqu'un qui
va pas forcément construire une défense qui sera historique sur l'ensemble d'une saison, mais qui sur un match, surtout des matchs couperés, il va te sortir le plan de jeu qui va te faire vivre un enfer à l'attaque adverse. Il en est tout à fait capable. On enchaîne, bien sûr, je vous le disais, avec question pour un expert. Question pour un expert, c'est très simple, c'est 3 questions. Le premier qui arrive à 3, bien sûr, a gagné. Le chocolat offert par Ken en 2023, ça ne change pas, mais en 2023, ce qui change, c'est que les invités vont vraiment recevoir le chocolat. Where is the chocolate? Justement, j'anticipais sur ce que j'allais dire. Where is the chocolate, Ken? C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on attend. Et en attendant, le quiz, il concerne des stars qui ont chanté, performé d'ailleurs, à la mi-temps du Super Bowl. On a le droit d'estimer si t'es chanté ou performé ou pas, parce que parfois c'est pas très performant. On va pas se mentir. C'est assez compliqué, effectivement. Il y a eu pas mal de bides. Il y en a certains qui se sont pris la honte de leur vie et qui se sont dit plus jamais. Exercice extrêmement risqué d'ailleurs avant d'entamer le quiz. Shakira et J-Lo là, il y a 2-3 ans. Ouais. Oh, c'était pas incroyable. Pas Maroon 5, j'ai aucun souvenir de ce show. Enfin bref, je suis déjà en train de... Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y avait également des polémiques sur le fait que certains avaient fait des playbacks, etc. Voilà, il y a un manque d'authenticité dans la proposition artistique. C'est vrai que vu le prix des places, ça serait malheureux de pas avoir un beau choix. T'as vu le prix des places cette année? 6 000. Les moins chers, c'est pas 6 000? Après, ça a peut-être changé. De 6 000 à 27 000, j'ai entendu. Ouais, j'ai même lu 4 260. Et tu m'as dit, 4 268$ était tout dernier. Déjà là, tu vois la différence avec le foot. Tu vois, genre finale de Ligue des Champions, je crois que le moins cher, c'est peut-être 500 € ou un truc comme ça. Et c'est vraiment un sport de Super riche, Bowl, en fait. c'est 10 fois plus cher, quoi, toi. Mais il y a que 8 matchs par an à domicile, en fait, pour chaque équipe. Ouais. 8 ou 9, parce que maintenant, d'une saison à l'autre, vu qu'il y a 17 matchs et non plus 16. Donc, il y a une rareté incroyable dans ces matchs. Et c'est ce qui fait aussi que, allez, les gens se plaignent toujours parce qu'on arrive en février, on voit les commentaires. Ouais, maintenant, on n'a plus rien avant septembre. Mais quand t'arrives en septembre, t'as la dalle. Et ça, c'est un truc, allez, je fais cet aparté-là, mais par rapport au football, où on dit, on a du foot dans tous les sens, il n'y a plus rien d'exceptionnel finalement. Et on se dirige, vu l'évolution du football, vers de moins en moins de choses exceptionnelles, même au niveau des grosses affiches. En NFL, ce côté rare, cette exception-là, elle est toujours présente, et c'est aussi ça qui, je pense, amène la valeur. Oui, vraiment. Clairement. Allez, la première question, qui aura la bonne réponse? Auteur, compositeur, interprète. Je suis également producteur canadien. Je suis né à Toronto le 16 février 1990. Vainqueur de 3 Grammy Awards, de 19 Billboard Awards, de 5 American Music Awards, de 2 MTV Video Music Awards. J'ai été l'artiste principal du Halftime Show en 2021. Connu pour ma chanson avec les Daft Punk, Starboy, ou encore une chanson iconique parue dans le film 50 nuances de Grey. J'ai été écouté 59,5 millions de fois sur Spotify en 24 heures pour mon dernier album qui s'appelle Down FM. Je suis. The Weeknd. Oui, The Weeknd. J'avais complètement oublié qu'il était canadien, d'ailleurs. Effectivement, c'est bel et bien The Weeknd. Ce show-là, je l'ai longtemps attendu. C'était l'un de ceux pour lesquels j'ai le plus hypé, et au final, c'était pas si ouf que ça. Ouais. C'est pour ça que tu l'as pas retenu. Pourtant, j'aime bien l'artiste, mais le show était décevant, je trouve. Ouais. Je trouve qu'on est souvent déçus, toi. L'année passée, c'était bien. Oui. Avec tous les rappeurs, avec 50 Cent, avec Eminem, ça, avec Dr. Dre, avec qui d'autre? Kendrick Lamar. beaucoup. Ah ouais, non, mais ça, tu voyais que c'était Los Angeles, Ouais. Avec l'intro de... Mais là, c'était bien comment il s'appelle, là? L'acteur qui est un ancien catcheur, là, Dwayne Johnson. Ouais. Ah, c'était exceptionnel. Là, tu voyais que tu voyais que t'as le show à l'américaine. Voilà. Là, t'as le show à l'entertainment à l'américaine. Et puis, t'as celui à Los Angeles où t'arrives encore à être là, quoi. Ah, c'était un truc de dingue. On enchaîne. Ah, bien sûr, je pense que le principe est clair. Il faut aller le plus vite possible. Ouais, ça, mais je pense que je t'ai laissé la place, j'étais gentil. Pour une fois, je vais perdre, je pense. Allez, on va essayer, en tout cas, de donner des chances à Xavier. Allez, Xavier, ça va aller. Ouais. De mon vrai nom, Calvin Cordozar Braudus Jr. Je suis né à Long Beach, en Californie. Âgé de 51 ans, je suis une légende de la West Coast que j'ai développée en compagnie de mon ami Tupac chez Death Row, label du légendaire Suge Knight, avec qui j'ai développé une nouvelle sonorité du rap américain. Je suis l'homme du succès de Drop It Like It's Hard, Still Dre avec Dr. Dre, ou encore Who I Am, amateur de salade et de grand consommateur de sandwich. Je fais aujourd'hui des publicités pour des sociétés de livraison à domicile. Je suis Snoop Dogg? Oui! Yes! Ah, on va faire. Allez, Snoop Dogg! Ce sera pas 3-0. Qui était déjà l'année passée. Voilà.
Effectivement, Snoop Dogg, une véritable légende. Il a des gens qui préparent ses sandwichs pour lui. C'est un homme Faudrait pas qu'il se exceptionnel. fatigue de trop. Voilà, quand même. Exactement. Quel genre de sandwich, on peut le dire? Non, on peut pas le dire, mais en tout cas, les plus avertis et ceux qui regardent surtout How I Met Your Mother, bien sûr, c'est la référence, connaissent ça. Ou alors ceux qui regardent des vidéos sur Combini, c'est possible aussi. Snoop Dogg, grand artiste, encore une fois. Tu avais vu ou pas la performance de Snoop Dogg L'année passée, du coup. Oui. Avec, non, celle-là, franchement, j'avais adoré. Après, c'est parce que t'avais un peu le côté Madeleine de rap, tu vois. Plus Ouais. que le show en lui-même, il était cool, c'était pas non plus incroyable, mais je pense que c'est C'est cool, ouais, le fait de voir tout le monde ouais, et tout, c'est ça, ça, vraiment. Avec ils changeaient tout le temps de pièce, Ah, tout ça, hein, ouais, c'était chouette. Sacré personnage. Allez, on enchaîne sur la troisième. C'est donc 1-1, hein, bien sûr. Il y en Pour a le que moment- 3 ou Ouais. c'est Il la y en a manche décisive, là? Il y en a que 3. Ok. C'est la manche décisive. Ok. C'est là maintenant C'est qu'on va maintenant de savoir faire qui deux, gagne hein, le chocolat. Le Golden Chocolate. C'est parti. Considéré par 50 Cent comme le meilleur rappeur américain de Eminem. mon époque. Oui! Excellent! Eh ouais. Il a été vite. Il a été trop ouais. vite pour toi. Tu es Honnêtement, complètement je pensais pas dépassé gagner. là-dessus, Anthony. Dépassé. Ah ouais, non, faux départ, là. Comme ça, Ken, il fait des économies, il doit pas payer de chocolat. Donc le chocolat, c'est que pour l'espère, mais c'est toi qui gagne, tu l'as pas. Non, voilà. non, Oh, non, Sinon, on aurait déjà beaucoup, hein. Oh, punaise. Oh, aïe, aïe, Je aïe. suis le personnage Tu te fais arnaquer, principal du film 8 Miles. Bien sûr, à 50 ans, je suis l'un des seuls rappeurs à avoir reçu un Oscar de la meilleure musique originale, chanson originale. Je m'appelle Marshall Bruce Mathers, bien sûr, et qui est Slim Shady, l'artiste de la décennie selon le Billboard entre 2000 et l'histoire. 2009. Et puis j'ai marqué l'histoire de la musique, comme tu le dis, avec 144 millions d'albums vendus à ce jour. Eminem, grand artiste Ça, américain. Je pense qu'il a un peu marqué notre enfance Ouais. aussi. Je pense qu'on est tous de Ouais, la même bien génération, sûr. donc Oui. c'est des souvenirs qui remontent déjà d'il y a 20 ans, là, mais en même C'est temps... vrai que c'est loin. Mhm. Ouais, c'est loin, mais si tu réécoutes Ouais. ces succès de l'époque... Anthony, je voulais m'intéresser un petit peu à toi, mais j'avais une question avant sur le football américain qui maintenant me vient. Est-ce qu'on peut considérer, comme par exemple le rugby en Europe, la NFL comme un sport de combat? Je pense que c'est plus un sport de contact violent, même si la NFL a quand même pas mal bossé pour limiter les risques, mais tu en auras toujours forcément, je veux dire, c'est la nature du sport. Non, je pense pas. Enfin, le but, ça reste quand même d'envoyer le ballon et de faire avancer un ballon plutôt que de mettre tout sur la tronche de l'adversaire, tu vois. Donc je pense pas que ce soit vraiment un sport de combat, c'est vraiment un sport de contact très très violent, en effet. C'est un peu comme pour le rugby, enfin là aussi tu dois avancer avec le ballon, aller marquer des points, pas forcément tout mettre sur l'adversaire. Donc non, je dirais plus ça. Et si on regarde un peu sur l'analyse de ce sport, qu'est-ce qui fait justement, tu parlais d'une grande messe, d'une espèce mieux que Noël, qu'est-ce qui fait selon toi que c'est la NFL qui est vraiment l'événement le plus sportif, le plus important aux États-Unis et peut-être pas les NBA Finals ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui fait la différence en NFL chez le peuple américain? Bah, c'est un sport qui est devenu rapidement le sport traditionnel comme pour le football chez nous. Mais c'est là où je vais en venir. mais- Je me mais- permets de non. t'interrompre parce que pour moi, tout à l'heure, on parlait du prix des places. C'est très différent l'accessibilité au basket aux États-Unis et l'accessibilité, par exemple, à la NFL. Mais les gens ne le consomment pas forcément pour aller le voir au stade. Ok. T'as aussi le tailgate party, vraiment les moments d'avant-match où les supporters se réunissent, barbecue, ceci, cela et tout, aux alentours du stade. T'en as même qui vont là et puis ils vont voir le match à la télé chez eux, en fait. C'est un sport qui est très télévisuel. C'est un sport qui permet, on parlait de se rassembler tout à l'heure, c'est un sport où les gens se rassemblent et la NFL a tout de suite un peu fait sa communication et sa cible. Les familles en fait ont été la cible très rapidement de la NFL. Ils ont toujours été là-dessus. Ils se sont aussi bien adaptés avec les nouveaux moyens de consommation, on va dire, également par rapport à ça. Et ils se sont aussi, je pense que là, un grand succès de la NFL, ça a aussi été de s'associer, par exemple, avec un événement important comme Thanksgiving. Dans les années 30, la première fois où un match avait été joué à Thanksgiving, diffusé en direct à la radio à ce moment-là, ouais, je pense qu'on est dans les années 30, années 40, dans ces eaux-là. Et donc, c'est devenu une tradition. Et aujourd'hui, un Américain, Thanksgiving, il faut qu'il y ait du football, en fait. Ouais. Tout simplement. Et les audiences sont dignes des playoffs, alors que c'est un match de saison régulière, même si on arrive au moment
où les places en play-off commencent à se décider, à se matérialiser. Donc, ils ont su s'associer à des événements importants pour rentrer un peu plus dans la culture populaire, on va dire, malgré le fait que ce soit très élitiste, que les prix des places soient très chers. Mais c'est un sport qui ne se consomme pas uniquement au stade. Là où je pense que pour la NBA, c'est peut-être mieux. Tu vois, t'es plus proche, c'est plus fermé. Donc l'expérience spectateur, je pense qu'elle doit être meilleure en NBA qu'en NFL. Je suis jamais allé en voir là-bas en tout cas. Mes 2 seuls matchs de NFL, c'était en Europe. Mais du coup, je pense que c'est ça. Ils ont su très vite cibler les bonnes personnes et au bon moment et continuer à s'adapter et à évoluer dans le bon sens. Cette énergie-là, ou en tout cas ce succès populaire-là, est-ce que tu penses un jour l'Europe capable, peut-être pas d'y arriver, mais en tout cas de pouvoir faire des progrès en termes d'ouverture, de visibilité, et faire en sorte qu'on ait par exemple un championnat européen assez populaire, assez regardé, et qu'on puisse justement se comparer peut-être pas en tant que championnat national, parce qu'on sait qu'il y a des équipes à Paris, à Charleroi, il y a des très bons joueurs, notamment en Belgique, etc., en NFL, mais avoir une forme d'évolution positive dans le côté populaire de ce sport en Europe. Pour le développement du football américain. Pour le développement du foot américain. Il part de très loin par rapport à la NBA. Ok. Parce que le basket, c'est quelque chose qui est culturellement ancré chez nous, tu vois. Ouais. En plus, le basket, t'as un panier, tu peux jouer. C'est tellement accessible, c'est tellement seul, facile. Tu vois, dans ton jardin, pour jouer au foot américain, tout seul, compliqué. T'as un ballon, mais alors tu dois mettre des cibles, mais je pense que c'est vite chiant. Donc, et puis, si tu veux jouer en club, c'est possible. Et c'est une très très bonne école pour l'avoir pratiqué. Je sais de quoi je parle, parce que c'est un sport où le collectif vraiment est ce qu'il y a de plus important. Tu as fait du foot américain? Ouais, ça a duré 6 mois. Hein. Ah, Je me suis pété la main en torse en revenant. Je me suis dit, tu sais quoi, j'arrête, c'est bon. Mais j'ai adoré. Franchement, c'est parce que vraiment tout le monde est important et t'en as pour tous les formats. Je veux dire, je prends toujours cet exemple-là, mais quelqu'un qui a peut-être un problème de surpoids va trouver sa place quand même dans une équipe de football américain. Et je veux dire, des exemples que moi j'ai vu de mes propres yeux de gars qui se sont affirmés, qui ont commencé à prendre confiance en eux. Enfin, psychologiquement, c'est aussi un sport qui peut te faire beaucoup de bien. Mais bon, voilà, t'as l'équipement. Ouais. Pour certaines équipes, tu dois toi-même te l'acheter. Est-ce que tu te l'achètes un équipement qui coûte quand même cher, sans trop savoir si tu vas apprécier ou quoi? T'en as, tu peux le louer, tout ça. Donc c'est pas forcément évident. Moi, la NFL est en train quand même de s'intéresser de plus en plus au marché européen. La preuve avec le match à Munich qui a été un succès total cette année en novembre dernier. Je pense que la NFL s'entendait pas à ça, y compris en termes d'ambiance. Je pense que les Allemands et les Européens ont montré c'était quoi une vraie ambiance dans un stade. C'est pas juste crier defense en permanence ou quoi que ce soit. C'est aussi chanter. Mais la NFL est en train vraiment de regarder à ça de plus en plus près. Un petit peu à l'image de ce que tu disais, donc forcément Munich. En France, très récemment, la NBA, ils sont venus jouer un match à Paris. Voilà, on commence vraiment aussi du côté des États-Unis à s'ouvrir à l'Europe en disant, bah nous on aime bien votre sport avec ce qu'ils appellent eux le soccer. Et je n'appellerai jamais le soccer personnellement. Faut pas déconner. Et donc on aimerait bien que vous aussi vous aimiez les sports qui sont très populaires chez nous. Et puis c'est parce qu'aussi je pense qu'en termes de marché aux États-Unis, je pense que la NFL a atteint sa limite. Alors ils sont allés à 100% du potentiel, hein, peut-être même 150%, mais ils peuvent pas faire mieux que ce qu'ils font maintenant. Enfin, je vois pas comment ils pourraient, en tout cas avec les chiffres qu'on connaît en termes d'audience et tout ça. Donc, mais la NBA, enfin, compare un peu le nombre de followers de Tom Brady et le nombre de followers de LeBron James. C'est là que tu vois que la NBA, en termes de marque internationale, a 3 classes d'avance sur la NFL. Et de nouveau, je pense qu'ils seront toujours désavantagés par le fait que le basket est plus facile, plus accessible et plus dans nos mœurs aussi. Et là où le foot américain, c'est un sport très particulier. Beaucoup de gens ne comprennent pas le rythme en fait. Plus que les règles, c'est le rythme. Pourquoi ça s'arrête à chaque action? En fait, il est là. C'est pour ça que j'ai appelé ça plutôt un sport de position. Moi. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est pas un sport de combat, c'est un sport de position. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui m'a marqué en me disant, mais en fait, je pensais que ça allait vraiment aller dans tous les sens, d'un côté du terrain. Non, mais en fait, ça s'arrête. On joue
Il y a des pauses, c'est de la tactique, c'est de la stratégie, on discute, on voit comment... C'est un jeu d'échecs, en fait. Ouais, c'est ça. Et il y a pas d'improvisation C'est là-dedans. plus un jeu d'échecs qu'un jeu de violence. Ouais, dans un sens, j'aime bien la comparaison. Et surtout, enfin, les mecs, ils doivent connaître un plan de jeu. Ouais. Et C'est pas un que service, hein, beaucoup. un Ouais, service. c'est Ouais, avec les variantes de ci, de cela. Et franchement, il y en a certains. Enfin, il faut le playbook, le truc, il est comme ça au minimum. Ouais. Il faut savoir tout faire. Et puis, t'entends l'appel des jeux et tout, avec les variantes qui vont avec. Tu te dis, mais tu comprends rien. C'est ça. Pour savoir ça, dans le flow, avec le stade où tout le monde est en train d'hurler en permanent dans cette ambiance-là. Enfin, les mecs, il faut avoir une sacrée mémoire aussi pour pouvoir jouer en NFL, hein, plus que et plus au-delà des capacités physiques, parce que les mecs sont des machines de guerre. Hein. Même les joueurs de ligne qui ont l'air un peu obèses finalement, parce qu'on leur demande d'être très lourds. Enfin, dès qu'ils terminent leur carrière, qu'ils arrêtent de devoir manger en permanence et qu'ils font un peu plus attention à eux, les mecs fondent et ce sont des machines incroyables. Place à présent au super pari de la semaine avec Quentin. Quentin, le super pari de la semaine. Tu nous as parlé de ce match forcément et de ce Super Bowl. Qu'est-ce que tu nous prépares pour le super pari de la semaine? Alors, je me suis concentré sur la mi-temps et Anthony en a parlé. Il espère voir énormément de points dans cette rencontre. Et comme on regarde en quart de finale et en demi-finale, Philadelphia a toujours marqué minimum 14 points à la mi-temps. Et donc ici, la cote, elle est vraiment très très belle. On double plus que notre mise. Donc je tenterai bien le plus 13,5 points à la mi-temps pour les Eagles. Oh, ça c'est pas mal. Plus 13,5 points. C'est vraiment précis, c'est détaillé et c'est basé Au début, j'ai cru qu'il allait nous parler de Rihanna vu qu'il parlait de la mi-temps. Donc... Alors voilà, le playback à plus le playback, 40. non, je crois que la cote est à 1,01. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, rapidement, c'est pour toi c'est jouable ou pas d'avoir plus de 13,5 points à la mi-temps? Je l'espère. Ça voudrait dire que en termes de spectacle, on est assez gâté si on a ça. Xavier? Comme Anthony, en fait, on l'espère. Parce qu'un match fermé, comme on a pu le connaître certaines années. Alors, je me suis concentré voir, sur la mi-temps. Et Anthony en a parlé. Il espère voir énormément de points dans cette rencontre. Et comme on regarde en quart de finale et en demi-finale, Philadelphia a toujours marqué minimum 14 points à la mi-temps. Et donc ici, la cote, elle est vraiment très très belle. On double plus que notre mise. Donc, je tenterai bien le plus 13,5 points à la mi-temps pour les Eagles. Les 49ers. Le Super Bowl, on donne rendez-vous à 23h, minuit et demi, tout à l'heure. Le coup d'envoi, c'est minuit et demi. La prise d'antenne est toujours à minuit. Et on donne forcément petit coup de promo, bien sûr, rendez-vous à toutes les personnes qui regardent sur Eleven Sport, bien sûr, pour voir le Super Bowl qui sera bien sûr disponible à partir de minuit. Du coup, à partir de minuit. Bah voilà, on vous donne rendez-vous à partir de minuit. Tu seras là, Anthony? Tu seras de la partie? Oui. Ah bien, ce sera avec Anthony, bien sûr, et tous ses amis. Avec Patrick Stein. L'éternel. Donc voilà. Donc normalement, en plus, on pourra voir nos têtes aussi. Enfin, d'habitude, on a fait ça l'année passée avec vraiment une caméra pour dire de pouvoir avoir quelque chose de mieux, parce que la NFL en fait propose un feed propre pour le Super Bowl seulement. Donc c'est pour ça qu'en fait en saison régulière on est obligé de partir en pub, parce que eux partent en pub et ne proposent rien à l'écran pendant ce temps-là. Enfin, des plans sales tout simplement à ce moment-là. Donc tu peux pas laisser ça. Là on se dit bon bah c'est peut-être mieux de faire un truc un peu plus dynamique plutôt que d'avoir le plan large du stade pendant 2 minutes pendant que ce sont les pauses. Et évidemment les publicités ne sont pas disponibles pour des questions de droit chez nous. C'est uniquement aux États-Unis, mais bon, dans l'heure qui suit, généralement, il y a des compilations sur YouTube pour pouvoir suivre ça, donc voilà. Vous l'aurez compris, il faut donc aller voir ce bel homme à partir de minuit pour la finale, pas pour la finale, attention, on ne dit pas la finale, pour le Super Bowl entre les Eagles et les Chiefs. Anthony, merci beaucoup. Merci à toi. C'était passionnant, hein. Tu nous as régalé de ta passion, de ce sport que tu connais si bien et que tu nous as offert là comme une belle proposition artistique. Merci beaucoup. Xavier, merci. Avec plaisir, ça fait. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Is the Champions! C'est le retour de la Ligue des Champions. Yes! À la semaine prochaine!